Dames et messieurs, respectueuses salutations. Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Chemin faisant avec eux, ils sont devenus des amis, alors je me présente à ceux et celles qui croisent ma route. À tous et à toutes, je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je me définis comme cette prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots MAUX avec des mots MOTS et ce, l'instant de l'islam. Je vous l'ai dit tantôt, je suis artiste slameuse ivoirienne, présidente du collectif au nom du slam, ambassadrice Côte d'Ivoire de la Coupe d'Afrique de slam et également de la Coupe du monde du slam. Depuis l'enfance, je pense que tout était déjà tracé. Parce que j'étais très éveillée, mais en même temps très calme. Et j'ai été très vite soumise à l'amour des lettres par ma mère qui avait donc cet amour-là. Et ma mère, c'était mon maître de maison. Et c'est elle qui a veillé à faire en sorte que je puisse apprendre mes leçons et également à m'intéresser à tout ce qui est lecture. Donc déjà, j'étais soumise aux mots. Et aussi, je me rappelle des scènes où j'ai eu à participer à des compétitions de lecture à haute voix que j'ai remportées. Et puis, j'étais aussi cette élève-là qui était un peu la chouchou on va dire, des enseignants parce que j'étais très souvent première de la classe, on va dire presque toujours. Et il m'arrivait très souvent qu'on me donne des postes de responsabilité comme secrétaire générale ou encore qu'on me demande de lire les discours pendant les visites officielles et les cérémonies officielles. Donc je pense que c'était déjà une prédisposition. Le parcours scolaire de Ami commence, bon, on va commencer par la naissance. Donc je suis née à Boaké, d'un père du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et d'une mère du sud de la Côte d'Ivoire. Je suis née donc à Boaké au centre. Et j'ai commencé l'école primaire à Samatigila où mon père a été muté. Mon père qui était donc dans l'armée, il a été muté à Samatigila et c'est là-bas que j'ai commencé mes premiers pas en tant que, on va dire, élève bénévole. Il y avait ce système-là puisque à l'époque à Samatigila il n'y avait pas de jardin d'enfants. Donc j'ai commencé à 4 ans en tant que bénévole. J'avais été admise au CP2, mais on trouvait que j'étais trop jeune. Et du coup, l'année qui a suivi, donc j'ai refait le CP1 normalement. Et comme je l'ai dit tantôt, j'étais la chouchou des maîtres à l'école parce que j'étais tout le temps première de la classe. Et ça, c'était parce que mes parents veillaient à ce que je suive les études de manière régulière. Mais il y a que j'avais déjà une très bonne mémoire, que ma mère a aidé aussi à rôder. Et ce qui faisait que je m'en sentais plutôt comme très bien en tant qu'élève au primaire. Il y avait des activités parascolaires qui étaient du théâtre auxquelles je m'intéressais de temps en temps. Je me rappelle qu'on faisait souvent des jeux on va dire, de culture générale qu'on appelle génie en herbe, qu'on organisait à l'école. Je me rappelle tout ce qui était activité qui était liée à l'art, comme la danse, etc. J'étais intéressée, j'étais souvent dans le groupe de ballet. Et après ce Matigila, on est muté à Boaké où je suis en même temps, on va dire, j'ai mon CEP, donc je passe en classe de 6e. Et à Boaké, je fais mon collège et je suis un peu déphasée et on va dire l'excellente élève perd un peu ses repères. Et finalement, c'est quand j'arrive au lycée, on va dire, quand je reprends la classe de 3e, j'ai eu mon BEPC, mais je n'avais pas été orientée. Et mon père, à l'époque, m'avait dit que c'était une miette catégorique, pas question de payer, on va dire, les écoles privées pour ses enfants. Donc, j'ai repris la classe de 3e avec le BPC en poche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on avait ce système-là qui permettait de faire des tests d'orientation. Donc, c'était une sorte de BPC, mais sans certaines matières. Et j'ai fait le test et je m'en suis bien sortie. J'ai eu le test avec mention. Donc, je faisais partie des boursiers quand j'ai été affectée au lycée Jeune Fille de Boaké. Et à la même période, mon père encore a été muté dans une autre ville qui est Yamoussoukro. Et on a fait le transfert du lycée de Jeune Fille de Boaké au lycée Momi Adjoa où j'ai eu l'opportunité de faire mon lycée. J'ai rencontré plein d'autres jeunes filles et pour beaucoup d'Ivoiriens, ils savent que ce lycée est réputé d'excellence. Donc c'est dans ce lycée que j'ai eu mon BEPC. J'ai repris, on va dire, mes notes excellentes, etc. Et première de la classe à quelques occasions et très souvent deuxième de la classe, en tout cas parmi les premiers.
jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je décide avec, on va dire, l'influence des parents de suivre, on va dire, des cours de droit à l'université de Cocody, qui est aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'obtiens ma maîtrise en 2008 et je décide de continuer quand même avec un 2SS en fiscalité des entreprises. Donc je termine avec une admissibilité en fiscalité. Malheureusement, je ne soutiens pas à cause de beaucoup de problèmes pendant le cursus universitaire liés à donc, des questions de mémoire et qui a coïncidé aussi avec la crise que nous avons connue. Et je n'ai plus continué. J'ai commencé à travailler directement en entreprise et parallèlement, j'ai commencé à pratiquer l'islam. Et aujourd'hui, l'islam, c'est mon métier à temps plein. Mon entrée dans le collectif se fait à la suite d'une compétition qui se dénomme The Spoken Word Project, à laquelle j'ai été conviée à participer grâce à Kajim qui m'en a parlé. Kajim que j'avais déjà rencontré en 2010 et grâce à qui j'ai eu ma première scène slam. Je me rappelle très bien de cette date, le 22 janvier 2010. Et après cette date-là, il m'a demandé de participer à ce projet qui mettait en avant le slam. Spoken word, c'est comme ça qu'on l'appelle très souvent dans le langage anglophone. Et au cours de cette compétition, on est sélectionné parmi les 10 meilleurs slammeurs. Et parmi ces 10 meilleurs slammeurs, il y a tous mes amis du collectif au nom du slam actuel. Et nous décidons, après cette compétition, de faire la promotion du slam parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions une discipline, nous pratiquions un art qui était malheureusement pas connu. Les gens ne connaissaient que le slam à travers Grand Corps Malade ou encore un nombre très très réduit connaissait le slam par Abd al-Malik. Et nous, on a voulu montrer au peuple ivoirien que le slam, c'était pas forcément qu'il fallait avoir la voix de Grand Corps Malade ou slammer comme Abd al-Malik et qu'il y avait autant de possibilités de slam que possible et qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des slammeurs. C'était ça notre objectif. Et du coup, après la compétition qui a pris fin en fin 2013, nous avons décidé de créer une association légalement formée en 2014, qui est le collectif Au nom du slam. Pourquoi au nom du slam? Parce qu'on s'est dit que tout ce qu'on faisait, c'était au nom de cette discipline qu'est le slam. Donc simplement, ce nom est né. Et je fais partie des membres fondateurs, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, j'en suis la présidente avec honneur. Donc le choix de mes camarades s'est porté sur moi pour conduire après deux prédécesseurs qui ont mené la barque pour faire en sorte que le slam puisse être connu à travers plusieurs projets, dont les scènes ouvertes, mensuelles. Je me rappelle, la première scène, il n'y avait que 2 personnes comme spectateurs. Et on a continué, on a rencontré de bonnes âmes qui ont fini par nous donner des espaces où on a pu s'exprimer pendant une bonne année et demie, au point où ces espaces-là même ont dû s'agrandir pour pouvoir accueillir du monde. On a développé des spectacles à thème où nous faisions intervenir et le slam et un peu la mise en scène qu'on trouve souvent dans le théâtre. On a également créé le championnat national de slam de Côte d'Ivoire dès 2016 pour qu'on puisse transmettre aussi à des jeunes et permettre à des jeunes de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire à l'étranger. On a également aussi fondé le Babi Slam, qui est le festival international du slam d'Abidjan dès 2017. Et c'est toutes ces compétitions et toutes ces scènes, tous ces projets continuent leur parcours jusqu'à présent. Et on a aussi initié en tout dernier projet, on va dire le championnat interscolaire pour permettre l'entrée du slam dans le cadre scolaire. Donc voilà un petit peu la rencontre avec les membres du collectif, la naissance et puis ce pourquoi le collectif est né. Quand on se retrouve dans des situations où on va dire les conditions ne sont pas forcément idéales, telles que des salles vides, un public qui n'a pas vraiment d'attention, qui ne suit pas ce qu'on fait sur scène, ou bien quand on se retrouve en face des problèmes de mémoire, les réactions sont diverses et variées en fonction des personnes et en fonction de l'expérience aussi.
Nous avons la chance, en tout cas depuis 2013, de faire de la scène de manière régulière. Donc on a eu à affronter ce genre de situation. Dans les débuts, c'était compliqué, mais moi personnellement, c'était, on va dire, des expérimentations. C'était difficile de s'en rendre compte des sentiments qui se passaient à l'intérieur de nous, parce que moi j'avais déjà commencé à faire de la scène un peu plus tôt, mais dans tout autre domaine qui était la musique, parce qu'au départ je voulais être chanteuse. Et à ces moments-là, quand, par exemple, le premier cas de figure, pour illustration, si on est en face d'un public qui ne regarde pas, qui ne nous écoute pas, qui n'est pas du tout attentionné, on trouve des techniques. Parce que c'est le métier aussi du slammer, c'est la mission du slammer et de la slameuse de retenir l'attention de son public. Et il doit utiliser tous les moyens à sa disposition. Donc tout dépend du cran. Il y a une technique par exemple où on peut crier, on peut décider de crier, donc on fait quelque chose d'inattendu. Donc le cri, c'est une chose à porter qu'on peut faire. Je sais que par exemple, j'ai un collègue, Bijo, que je salue au passage, qui a déjà une fois laissé tomber le micro. Par contre, ça c'est un peu compliqué parce que comme c'est un matériel technique et que voilà, ça peut créer des problèmes. Souvent, on n'utilise pas cette méthode-là, mais au moins la voix, on sait qu'on peut crier, ou bien on peut faire carrément silence pendant très longtemps. Parce que quand on annonce l'artiste sur scène, le public, quand même, on va dire quelques personnes s'attendent à ce que l'artiste commence sa prestation. Et s'il se rend compte qu'à un moment donné, il n'entend pas, il n'entend rien en fait depuis la scène, même pendant son bavardage, à un moment donné, ils vont commencer à s'interroger. Et quand on s'interroge, on s'oblige à se taire. Donc ce sont un peu pêle-mêle des éléments, il y en a beaucoup qu'on peut trouver comme astuce. Et le deuxième cas de figure, c'est quand on se retrouve dans une salle où il n'y a pas forcément énormément de personnes. Moi particulièrement, je ne suis pas déstabilisée dans la mesure où pour moi, le public, ça peut être une personne et je donne le meilleur. Parce que cette personne peut être déterminante pour toute une carrière ou pour la suite des événements, et cette personne peut par exemple être une personne qui va te mettre en contact avec quelqu'un qui te donnera un contrat qui va changer beaucoup de choses dans ton parcours. Donc on se dit que même si c'est une personne, même si c'est un enfant, le fait de transmettre, de partager la joie, puisque le slam est partage, moi personnellement ne me déstabilise pas, sauf peut-être si on se retrouve dans le cadre d'une organisation de spectacle où on a injecté beaucoup d'argent, forcément on est un peu touché. Mais je reviens toujours à cette base de pourquoi est-ce que je fais de la scène? C'est la joie que ça me procure aussi. Donc au moins c'est un effort qu'on fait, voilà, c'est mental. Et il y a aussi les cas de figure où on oublie. Voilà, les cas de figure où on oublie, c'est en ce moment que l'expérience fait sa démonstration. Généralement, on nous demande parfois d'improviser, croyant que le slam est forcément improvisation, alors que tout dépend de chaque pratiquant ou pratiquante. Moi, personnellement, je n'aime pas l'improvisation parce que je suis quelqu'un qui a 1000 idées, 3 millions d'idées dans la tête. C'est la raison pour laquelle je préfère écrire, retenir la structure du texte et du discours que j'ai envie de partager avec les gens. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je ne sais pas improviser. Et c'est pendant les moments d'oubli que l'improvisation entre en ligne de compte, pour certains ou certaines. Ou encore, nous utilisons des astuces. Moi, par exemple, quand j'ai un texte que je dois présenter, je fais tout mon possible pour apprendre pendant la formation à oublier. Je me prépare à oublier. Je me dis, bon, par surprise, s'il arrive que j'oublie, comment je réagis là? Donc, j'entraîne mon cerveau à réagir pendant un temps d'oubli. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir des phrases qui font office de refrain. On peut créer on va dire, un système de rappel, soit avec la gestuelle, soit avec les mots, ou soit avec quelque chose. Ça dépend de tout d'un chacun. Mais généralement, les refrains dans nos textes nous permettent d'éviter le plus possible les oublis. Et les rimes également sont également des repères qui nous permettent, par exemple, de nous rappeler de la phrase suivante avant même d'avoir terminé le premier vers. Alors, concernant le slam qui a des bases
traditionnel, comme tout art, quand il naît dès le départ, il a des codes, il a des, on va dire, des règles. Le slam avait des règles dans un cadre de compétition, donc qui sont une performance sans musique, une performance sans mise en scène, une performance de 3 minutes et une performance, qu'est-ce que je peux rajouter encore comme règle? Je pense que c'est tout. Dans tous les cas, quand on est slameur, on est auteur de ces textes, donc ça va de soi. Ces règles-là ont eu tendance à disparaître quand le slam a commencé à quitter le cadre compétition. La compétition existe toujours dans le slam. Et on va dire, la compétition est une des manifestations du slam. Parce qu'aujourd'hui, le slam n'est plus seulement que de la compétition. Il est et la compétition, il est et la scène, on va dire la scène libre qui donc devient musicale parfois. Il est aussi littérature parce qu'on se retrouve en face de recueils de slam. Et il est également, on va dire, spectacle. Donc, art vivant qui fait intervenir ou pas, ça dépend de la musique ou encore du théâtre. Et dans ces manifestations du slam, il y a eu donc cette première phase qui était la compétition qui demandait que ce soit juste une performance, qu'avec les mots et rien d'autre. Mais l'art étant évolutif et n'étant pas figé, on se retrouve dans des situations où chacun a voulu s'exprimer différemment et avec ce qu'il avait. Donc ça pouvait s'accompagner de musique ou pas. Moi personnellement, je peux slammer surtout à commencer par le silence. Et quand je prends mon évolution personnelle, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, c'est vrai que je viens de la musique, mais j'ai été de ces slameurs ou slameuses au début qui avaient une idée très arrêtée aussi de ce que le slam devait être. Et finalement, avec les voyages, avec les rencontres, et même avec tout ce qu'on avait voulu renvoyer comme émotion, et sur le terrain, on a fini par se rendre compte que le slam, il pouvait se déployer, il pouvait muter, il pouvait s'adapter. Et donc on est quitté du stade traditionnel qui est le cadre compétitif, que nous pouvons toujours faire d'ailleurs, à un autre cadre qui est musical, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Chacun choisit ce dans quoi il peut être le plus à l'aise. Je continue de faire des performances sans musique et aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir une carrière artistique musicale. Et cette carrière artistique et musicale obéit à des codes qui sont dans le showbiz, dans lesquels, on va dire, ces codes-là ne peuvent pas tellement s'en défaire parce que c'est un environnement. Et on s'est rendu compte aussi dans l'intention de faire la promotion du slam que le public, très souvent ou parfois, pour aller le plus loin possible, il fallait trouver des éléments on va dire, d'hameçonnage. Et la musique en fait partie. Parce que par exemple, quelqu'un qui est attiré par la musique, on va lui mettre au bout en fait de la musique et puis l'emmener vers le texte qu'on a envie de partager avec lui. On aurait pu dès le départ rester sur ce qu'il y avait de très traditionnel, sans musique, etc. Mais on se serait enfermé. On se serait enfermé alors que le but du slam, c'était d'aller le plus loin possible, aller à la rencontre de tout le monde sans perdre son essence qui est le texte et l'écriture. Parce que même s'il y a de la musique, même s'il y a de la danse, parce que moi je présente on va dire des slams avec tout ça à l'intérieur, on ne perd pas de vue le texte, on ne perd pas de vue le sens des messages qu'on veut faire passer. Donc c'est tout ça qui contribue à la liberté qui définit le slam aussi. La politique étant la gestion de la société et que l'art étant, on va dire, un canal d'expression qui fait partie intégrante de la société, il y a forcément un volet politique. Et en plus, le slam est très souvent connu et reconnu pour être la discipline ou, on va dire, l'art ou aujourd'hui le genre par lequel des messages sont transmis essentiellement. Et moi, selon ma perception, l'art, quel qu'il soit, a déjà de l'engagement. Pour moi, même quand on parle d'amour,
c'est de l'engagement. Si on part du fait que la gestion, la politique est la gestion de la société et que notre message est destiné à cette société, il y a un volet politique dans ce qu'on fait. Et ça peut aller à des degrés plus corsés en fonction des sujets, en fonction des orientations, en fonction des personnes également. Pour moi, il y a forcément un volet politique dans ce que nous faisons. Quelque part, je pense que dans une partie du public qui nous suit, c'est parce qu'ils se retrouvent dans les mots, les écrits, les émotions et les messages que nous transmettons. Et je pense que nous sommes conscients de ça. Je pense que nous sommes conscients et conscientes de ça. Moi, je sais un peu les idées que je défends. Elles sont très souvent catégorisées féministes. Je ne m'en cache pas et je le sais. Et je sais l'impact aussi que ça a sur certaines personnes, notamment les jeunes femmes, mais aussi des hommes qui s'inspirent de ce que je dis pour analyser la société autrement. Voilà, donc je pense que nous sommes tous et toutes conscientes, bon peut-être pas de manière absolue, hein, parce qu'il y a toujours des apprenants, mais au moins la plupart des slameurs et ceux qui ont du métier depuis, on va dire, au moins 8, 10 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, sont plus ou moins conscients du fait qu'ils sont très suivis parce qu'il y a quelque part dans leur message une chose dans laquelle le peuple se retrouve. Alors la place de l'argent dans, on va dire, dans ma vie, on va parler de manière globale, on va dire que c'est, bon, déjà l'argent représente pour moi la liberté. Durant le parcours qu'on a commencé depuis une dizaine d'années, on a pu se rendre compte de l'importance de cette donnée-là. Ce n'est pas le point focal ou l'objet principal pour lequel nous faisons notre métier, mais on sait que ce métier a besoin d'être rétribué, doit être rétribué à sa juste valeur quand on mesure le travail en amont que nous produisons. Parce que contrairement à la plupart de beaucoup d'artistes sur la scène, nous faisons partie de ces artistes-là qui sont toujours dans le renouvellement parce qu'on nous appelle à chaque fois pour développer un thème, très souvent. Même quand on part sur des événements où c'est censé être juste une prestation pour montrer que oui, en tant qu'artiste, nous avons aussi des textes, voilà, qui peuvent être joués comme de toute autre musique, mais on nous appelle quand même pour pouvoir donner un message. Donc nous sommes tout le temps dans le renouvellement et à mon sens, c'est une difficulté supplémentaire qui doit faire en sorte qu'on puisse être rémunéré à la hauteur. Malheureusement, on n'est pas les mieux payés pour l'instant. On est toujours en train de travailler pour que ce soit le cas et les esprits se disposent. Et l'argent aussi constitue, en tout cas pour moi qui me suis lancée dans le domaine musical, pour toucher, on va dire, le plus grand nombre de personnes, je me suis rendu compte que l'argent, c'était un élément important, très très important. Au départ, je pensais juste qu'il fallait juste avoir des rêves et qu'il fallait se lancer, mais ce n'était pas suffisant. Quand on n'a pas d'argent, le rêve, c'est un luxe. Et le milieu de la créativité, je vais englober tout, demande énormément de financement, d'investissement qu'on n'a pas toujours, qu'on n'a pas forcément et qui peuvent être un frein dans, on va dire, la production des messages qu'on veut transmettre, dans la production des œuvres qu'on veut transmettre au public et aussi dans le développement d'une carrière artistique, etc. et même des idées qu'on veut partager avec le public. Donc l'argent constitue comme un élément qui permet d'avoir la liberté. J'insiste sur le terme liberté dans la mesure où, par exemple, quand on est trop dans le besoin en tant qu'artiste, on peut perdre sa liberté. Concernant cette affiche de mon spectacle, ce n'était pas voulu, ce n'était pas mon but. Parce que moi, généralement, soit je fais, soit je ne fais pas. Mais, alors, j'avais utilisé le terme Zassa, en fait, et j'avais porté un pagne et je voulais faire un référentiel à notre culture, à notre manière de nous vêtir à l'époque.
Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des vêtements avec des coutures. On ne se drapait qu'avec des morceaux de tissu qu'on fabriquait, soit avec des écorces, soit avec... Et puis, il y a eu le pagne qui est venu. Donc, j'avais porté un pagne et j'avais porté d'une certaine manière. Et comme j'ai un physique qui s'impose à moi, que je ne peux malheureusement pas contrôler tout le temps, je ne pouvais pas faire autrement. Et je pense que, bon, si l'image n'était pas aussi catastrophique que ça, parce que je pense qu'il y a pire, il y a franchement pire. Et quand on veut pousser un petit peu la réflexion, avant la colonisation, eh bien, la poitrine d'une femme n'était pas un élément sexualisé à l'époque. Parce qu'on se retrouve dans des cultures où, quand on faisait des sorties, par exemple, moi je suis à moitié à Caen-la-Guinère, quand on faisait les sorties, donc les jeunes femmes avaient la poitrine à l'air. Je ne pense pas que à cette époque-là, les hommes voyaient la poitrine comme un élément sexuel à l'instant T pendant les sorties de génération. Et même si peut-être ils pensaient, ils n'avaient pas des comportements qui sortaient du cadre de l'environnement social parce que ça faisait partie de la normalité. Et je ne pense pas être jusqu'à ce stade-là parce que c'était juste un décolleté qui était malheureusement un peu trop plongeant. Mais c'était le meilleur cliché que j'ai pu obtenir de cette séquence. Et comme on dit, bon, c'était là, c'était un accident. Mais si ça a pu attirer des gens, je pense que c'est positif. Mais je pense que la plupart des personnes qui sont venues au spectacle, ce n'était pas à cause du décolleté, c'était pour autre chose. Le féminisme est défini comme l'ensemble, comme un mouvement destiné à la défense des droits de la femme. Simplement. Malheureusement, on vit dans une société où, étant donné que le respect des droits des femmes n'est pas une chose effective à tout moment, en tout lieu, en tout endroit. Beaucoup de personnes qui donc, sont confrontées à ce mouvement-là pensent qu'il s'agit de retirer des droits à un groupe de personnes pour les donner à un autre, alors qu'il s'agit juste de respecter des droits qui sont déjà dans la nature. Certaines personnes se sont trouvées dans cette difficulté ou dans cette mauvaise compréhension de la définition parce qu'il y a une catégorie de personnes qui va perdre des privilèges, mais ne va pas perdre des droits parce que les droits restent immuables. Et c'est ce qui a créé tout ce raffut autour de ce mouvement qui n'est pas plus... en fait, qui ne fait pas plus, on va dire, que l'humanisme qui demande simplement le respect des droits de l'homme. C'est juste que c'est l'humanisme avec une spécialisation. Je vais prendre une figure presque une figure de style pour pouvoir faire l'illustration. Il y a un médecin généraliste et parmi les médecins, il y a certains qui ont des spécialités. Il y a un dentiste, il y a un ophtalmologue, etc. C'est pareil pour les droits des hommes. Il y a ceux qui sont très focus sur le droit des enfants. Il y a certains qui sont focus sur le droit des femmes. Il y a certains qui sont focus sur le droit des hommes, qui est un mouvement aussi qui est en train de naître maintenant parce que nous vivons dans un système où tout n'est pas forcément, on va dire, qui n'est pas forcément égalitaire. Voilà, qui n'est pas forcément égalitaire, que ce soit du côté des femmes ou des hommes. Mais en général, dans la plupart de nos sociétés, la part belle était beaucoup plus faite aux hommes, ce qui fait que les femmes se retrouvent dans des situations où elles sont peut-être beaucoup moins en faveur ou beaucoup moins favorisées, même par la nature elle-même qui a décidé que les femmes portent la vie, par exemple, qui va faire que pendant un moment, la femme n'aura peut-être pas les mêmes capacités de faire telle ou telle chose par rapport à un homme. Donc un petit peu la définition normale et ma perception autour de cette question. Partage, droit, politique, slammer, naturel, poésie, homme d'État, président de la Côte d'Ivoire, pression, question, révolution, impardonnable, joie,
Faiblesse. Bravo.